Je crois que je vais acheter des actions Facebook. Ah ouais, pourquoi? Parce que je pense que ça va monter. Ouais, mais pourquoi? Parce que Facebook, c'est cool. Puis il faut bien investir son argent quelque part. Ok, c'est une analyse un petit peu minimaliste, mais d'accord. Et puis si t'en achètes suffisamment, tu pourras peut-être discuter stratégie avec Mark Zuckerberg. Comment ça? Non mais je déconne, faudrait que tu sois milliardaire. Non mais comment ça, stratégie? Quel rapport avec les actions? Bah, des actions, tu deviens actionnaire, donc du coup tu prends les décisions et tout, et puis tu... Après tous ces épisodes sur la finance, tu sais même pas ce que c'est des actions. C'est de ma faute à moi si tu commences pas par les bases. Ok, tu sais quoi? On se fait un épisode sur tout ce qu'il faut savoir sur les actions. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Prenons une entreprise dont tu serais le seul propriétaire. Tu détiens le seul et unique titre de propriété de cette entreprise. Tu es le seul actionnaire. Donc une action, c'est un titre de propriété. Ah mais ça n'existe pas une entreprise avec une seule action. D'habitude, il y en a plutôt plein. Oui, et la raison est toute simple. Avec une seule action, soit tu vends toute ton entreprise, soit tu la gardes pour toi. Par contre, si on divise le titre de propriété en 25 morceaux égaux, par exemple, eh ben, tu peux toujours rester propriétaire de l'ensemble si ça te chante, mais tu peux aussi décider de vendre des petits morceaux de ton entreprise, chose qui n'était pas possible avant. Pourquoi est-ce que j'irais vendre des petits morceaux de ma boîte? Pour obtenir du financement. Au début, lorsque tu as créé ta société, elle ne valait pas grand-chose. Mais en travaillant dur, tu as développé l'activité, tu as augmenté les revenus et même réduit les dépenses. Tu génères aujourd'hui des profits. Mais pour continuer de progresser et d'agrandir ton entreprise, il va te falloir recruter des employés, acheter des ordinateurs, des bureaux, louer un local, etc. Or, pour pouvoir faire ça, il te faut de l'argent, du financement. Ici, vendre une partie de ton entreprise permet d'obtenir les fonds qui te permettront de continuer l'aventure. Donc du coup, mieux vaut avoir plein d'actions pour avoir plus de flexibilité. Exactement. Ouais mais comment je suis supposé savoir combien il me faut d'actions au début? Le nombre d'actions n'est qu'une écriture comptable, un nombre arbitraire qui peut changer à tout moment. Par exemple, le 6 juin 2014, une action Apple coûtait 645 $, un montant trop élevé pour permettre à monsieur tout le monde d'investir. Donc Tim Cook, le PDG d'Apple, a décidé de découper toutes les actions en 7 morceaux identiques. Celui qui possédait une action à 645 $ s'est retrouvé avec 7 actions valant chacune 92 $. Autrement dit, tu peux choisir d'avoir une seule action pour ton entreprise au début, et puis le jour où tu veux en vendre une partie, tu peux choisir d'augmenter le nombre d'actions comme tu le souhaites. De toute façon, ça n'a aucun impact sur la valeur totale de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, ça voudrait dire que le prix de l'entreprise dépend du prix de l'action? Bah oui, parce que la somme de toutes les actions permet de reconstituer le titre de propriété originel. Donc le nombre d'actions multiplié par leur prix te donne la valeur de l'entreprise, ou plutôt une approximation de sa valeur, parce qu'en réalité, il faut aussi retirer le cash et ajouter la dette. Mais bon, ici, c'est pas important. Donc je peux découper mon entreprise en plein d'actions pour pouvoir ensuite en vendre une partie, ce qui me permet de choper du financement et donc de continuer à développer ma boîte. Ça se tient. Mais attends, à qui je vais les vendre mes actions? Puisque ta boîte n'est encore qu'une bébé entreprise, il n'est pas question d'introduction en bourse. Ce sont des investisseurs spécialisés dans les startups qui vont acheter tes actions et probablement t'aider dans les prises de décision pour développer ton business. Un peu comme dans la série Silicon Valley, avec les fameux VCs, les venture capitalistes. En français, on parle de société de capital risque, on pourrait aussi dire private equity ou capital investissement, mais c'est pas exactement la même chose quand même. Et alors, si j'ai besoin d'argent, pourquoi est-ce que j'irais pas plutôt voir une banque pour faire un prêt au lieu d'aller vendre des morceaux de ma boîte? Parce que les banques ne prêtent pas toujours aux toutes petites structures qui démarrent. Tout dépend du secteur d'activité, du montant dont tu as besoin, etc. Et puis la dette, c'est un sujet pour un autre épisode. Et c'est quoi l'intérêt pour les VCs? Ça leur apporte quoi à eux d'acheter mes actions? Eh bien, si ta boîte marche bien, elle va prendre de la valeur. Mettons qu'elle soit valorisée à 1 million d'euros maintenant. Si tu vends 40% des actions, les VCs te financeront à hauteur de 400 000 euros. Mettons qu'un an après ce financement, ton entreprise a grandi et qu'elle génère plus de profits et que sa valeur a augmenté à 10 millions d'euros. Pour toi, c'est tout bénef parce que 60% de 10 millions, c'est bien mieux que 100% de 1 million. Et pour les VCs, c'est pareil. Ils ont dépensé 400 000 euros pour une participation qui vaut aujourd'hui 4 millions. Ouais, mais ils ne peuvent pas la vendre, donc ça leur sert à rien. Pourquoi ils ne pourraient pas la vendre? Les VCs peuvent tout à fait vendre leur participation à n'importe qui, que ce soit un autre VC ou un investisseur privé. Tout comme toi, tu peux vendre des parts de ton entreprise à n'importe qui. Attends, moi je croyais que c'était le rôle de la bourse, ça, permettre à tout le monde d'acheter et de vendre des actions. Si mon entreprise n'est pas cotée en bourse, comment est-ce que les VCs pourraient vendre leurs actions? Ah non, la bourse n'autorise pas à vendre et à acheter des actions, elle simplifie l'achat et la vente d'actions. Elle régule, elle met à disposition des tas d'informations pour que tout le monde puisse participer de façon équitable. Mais des actions peuvent tout à fait s'échanger en dehors de la bourse. La bourse, c'est le même principe que Le Bon Coin, eBay ou Amazon. Tu postes une annonce pour vendre ton vélo, non seulement tout le monde la voit, mais en plus le site propose une structure pour encadrer la transaction. Mais rien ne t'empêche de vendre ton vélo à un pote ou à n'importe qui sans passer par aucun site internet. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'introduire ma société en bourse?
L'introduction en bourse intervient au moment où ton entreprise est tellement grosse que les VCs n'ont plus les moyens de financer son développement, ni même les banques. Par exemple, en mars 2012, Facebook a mis en vente plus de 420 millions d'actions à 38 $ l'unité. Cette introduction en bourse, ou IPO, a permis à l'entreprise de récolter plus de 16 milliards de dollars, un montant qu'aucun VC ni aucune banque n'aurait pu lui fournir. Au passage, je précise que ces 420 millions d'actions ne représentaient qu'environ 15% de la totalité des actions Facebook. Autrement dit, seule une petite partie de l'entreprise a été vendue lors de son introduction en bourse. Ok, je comprends. Donc maintenant, admettons que ma boîte est cotée en bourse. Tout le monde s'échange mes actions, enfin leurs actions, enfin les actions de l'entreprise, soit. Est-ce que ça m'impacte? Je veux dire, est-ce que le prix de l'action doit me préoccuper? Ah bah oui, puisque tu parles toujours de ton entreprise, ça veut dire que tu détiens toujours la majorité des actions, c'est-à-dire plus de 50% du total. Ce qui veut aussi dire que si l'action perd de la valeur, eh ben, tu perds de l'argent. Ouais, pas vraiment, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Certes, mais enfin tu vois quand même la valeur de ce que tu possèdes diminuer. Théoriquement, ça devrait pas t'enchanter. D'accord, mais c'était pas ma question. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le prix de l'action impacte la manière dont l'entreprise fonctionne? Si l'action baisse, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise? Est-ce que le PDG ou les salariés doivent s'en soucier? Ah, effectivement, c'est pas pareil. Il faut faire la différence entre le PDG, qui fait donc partie de l'équipe dirigeante, et les actionnaires. Puisque les actionnaires possèdent l'entreprise, ce sont eux qui la contrôlent. Concrètement, ils élisent les membres du conseil d'administration qui ensuite nomment les principaux directeurs de la boîte et donc notamment le PDG. Donc puisque l'action est importante pour les actionnaires, que les actionnaires sont plus ou moins les boss des directeurs et que les directeurs sont les boss des autres employés de la boîte, eh ben, tout le monde est concerné par le prix de l'action. Donc PDG et actionnaire, c'est pas pareil. Potentiellement si. Par exemple, Mark Zuckerberg est le PDG de Facebook, ce qui n'empêche pas de posséder 28% des actions du groupe. Et même si on prend l'exemple d'autres dirigeants qui n'ont rien à voir avec la création de l'entreprise qu'ils dirigent, ceux-ci se voient souvent attribuer ce qu'on appelle des stock options. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. J'ai jamais compris ce que c'était. C'est un terme un peu compliqué qui revient quasiment au même que de dire que les dirigeants possèdent eux-mêmes des actions. Ils sont également actionnaires de l'entreprise, ce qui fait qu'ils ont tout intérêt à ce que les actions se portent bien. Les stock options sont donc un moyen de faire en sorte que les actionnaires et le management soient sur la même longueur d'onde. Autre impact lié à la baisse de l'action, les problèmes de financement. Si l'action baisse, c'est théoriquement parce que les investisseurs estiment que l'entreprise ne va pas bien, que ses résultats sont insuffisants ou que ses objectifs de développement sont irréalisables. Il peut y avoir des tas d'autres raisons. À ce moment-là, si le PDG cherche à obtenir un prêt auprès de sa banque d'investissement, celle-ci va sûrement pointer du doigt le prix de l'action en disant que l'entreprise doit avoir des problèmes puisque l'action est au plus bas. Auquel cas, il faudra convaincre la banque que la valorisation de l'action ne reflète pas la valeur réelle de l'entreprise, que les marchés se trompent. Et ça, c'est pas une tâche facile. Les marchés financiers peuvent pas se tromper. Si l'action vaut 15 €, c'est parce que c'est ce que ça vaut, non? Je veux dire, tous les traders et investisseurs ont des formules ultra compliquées pour calculer le prix d'une action au poil de fesses. Pas du tout. Le prix d'une action est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, le prix monte. Si c'est l'inverse, ça baisse. Mais ce qui détermine la quantité d'offre ou de demande n'a parfois rien à voir avec les résultats ou la santé de l'entreprise. Par exemple, imagine un gérant dont le rôle est d'investir les 10 millions d'euros d'un client fortuné, qu'il a investi en achetant petit à petit plein d'actions de ton entreprise. Exemple très improbable, normalement, un gérant ne mettrait jamais tous ses œufs dans le même panier, mais voilà, je simplifie. Imagine maintenant que ce fameux client réclame ses fonds immédiatement pour une raison X ou Y. À ce moment-là, le gérant n'a pas le choix, il doit vendre rapidement les actions qu'il possède. Or, cette vente n'a rien à voir avec les résultats de ton entreprise, et pourtant une soudaine et forte augmentation de l'offre risque de faire baisser le prix de l'action. Ce n'est qu'un exemple, mais je pourrais citer des tas d'autres cas similaires où le niveau d'offre et de demande ne repose pas sur des fondamentaux liés aux performances de l'entreprise. En plus de ça, il n'existe aucune formule ni aucun modèle financier qui permet de définir le prix d'une action de façon certaine. Essentiellement parce que les modèles de valorisation doivent pouvoir être capables de deviner, de prévoir les résultats futurs de l'entreprise pour pouvoir être précis, chose qui évidemment est impossible. Wow, tu me fais un peu flipper là. Bon, attention quand même, je dis pas que les marchés savent pas non plus ce qu'ils font. Dans une situation normale, même avec des informations disponibles extrêmement complexes, les marchés sont quand même très efficaces pour donner des prix aux choses. Et les dividendes dans tout ça? Quand est-ce qu'on en parle? Les dividendes sont une autre forme de rémunération des actionnaires qui théoriquement correspond à un stade plus avancé du développement d'une entreprise. Au début, ta boîte était en pleine croissance, c'est-à-dire que sa valeur augmentait constamment. C'est ça qui a attiré les premiers investisseurs, les VCs, et c'est aussi ça qui a fait que ton introduction en bourse s'est bien passée. Mais au fur et à mesure que ton entreprise a grandi, elle a eu besoin de moins en moins de financement. Et dorénavant, elle n'a presque plus de nouveaux projets, elle n'arrive plus à gagner des parts de marché, elle a atteint une taille critique qui limite son développement. À ce moment-là, le prix de l'action a de grandes chances de rester relativement stable, ou disons de croître, mais tout doucement. Or, puisque les actionnaires contrôlent l'entreprise et qu'ils ne peuvent plus vraiment s'enrichir via l'augmentation du prix de l'action, ils vont commencer à se verser des dividendes. Mais concrètement, c'est quoi un dividende? Ça sort d'où?
Un dividende, c'est un morceau de profit d'entreprise qui est versé à un actionnaire. Puisque l'entreprise est divisée en actions, on va diviser les profits de la même manière. Il y aura un dividende par action. Par exemple, si je prends une entreprise avec 10 000 actions qui a réalisé un profit de 50 000 euros, il va falloir répartir ces 50 000 euros en 10 000 morceaux équitables qu'on appelle dividendes. Ici, ça nous donne un dividende de 5 euros. Ce qui veut dire que si un actionnaire possède 100 actions, il touchera 100 dividendes de 5 euros, soit 500 euros. Et qui décide du versement des dividendes? C'est le conseil d'administration qui détermine le pourcentage des profits qui doit être redistribué aux actionnaires. Et ensuite, les actionnaires votent pour dire s'ils sont d'accord ou pas avec ce chiffre. Il n'y a pas comme un conflit d'intérêts, les actionnaires élisent les membres du conseil d'administration et le conseil d'administration détermine le montant des dividendes? Comment ça, conflit d'intérêts? Les actionnaires possèdent l'entreprise, donc ils décident comment les profits sont répartis. Pourquoi ce ne sont pas les salariés qui récupèrent les profits plutôt que les actionnaires? Pourquoi est-ce que les actionnaires sont plus importants que les salariés? Ah ok, je vois ce que tu veux dire. L'entreprise ne fait des profits que lorsque les salaires sont payés, les fournisseurs sont payés, les échéances de prêt sont payées, les taxes sont payées. Autrement dit, les profits sont relativement incertains par rapport à tout ce que je viens de citer. Les profits, c'est ce qui reste, s'il reste quelque chose, une fois que l'entreprise a fait face à toutes ses obligations. Et donc les dividendes ne sont en théorie pas du tout obligatoires. Bon, c'est vrai qu'en pratique, ça dépend de qui est au conseil d'administration et qui sont les actionnaires. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que si l'entreprise se met à aller mal, elle arrêtera de payer des dividendes bien avant d'arrêter de payer des salaires. Ouais, enfin elle pourra licencier ses salariés pour maintenir ses profits et du coup continuer de payer des dividendes. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire que les salariés ne sont pas essentiels au maintien des profits. Or, le système capitaliste a pour objectif la maximisation des profits, pas le maintien du nombre de salariés. Mon pote, tu vas te prendre une de ces baffes. Attends, moi je te dis pas si c'est bien ou mal, je t'explique comment le système fonctionne. Dans une organisation capitaliste, les entreprises cherchent à maximiser les profits. Profits qui, par défaut, appartiennent à ceux qui possèdent l'entreprise, donc aux actionnaires. Les salariés n'entrent pas en ligne de compte car ils ne sont pas propriétaires. Cela dit, il existe des programmes d'épargne salariale qui permettent aux employés d'acheter ou de se voir attribuer des actions, auquel cas, ces salariés deviennent également actionnaires et donc ont le droit aux dividendes. D'accord, mais moi ce que je veux comprendre, c'est pourquoi le système capitaliste fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui justifie que celui ou ceux qui possèdent l'entreprise aient le droit de toucher des dividendes, alors que ce sont bien les salariés qui bossent? Les travailleurs apportent la main-d'œuvre et sont rémunérés via un salaire. Les actionnaires apportent le capital, le financement, et sont rémunérés via l'augmentation de la valeur de l'entreprise ou via des dividendes. Ouais, mais si j'ai bien suivi, l'apport de capital, il arrive qu'au début, quand les VCs achètent les actions ou quand l'entreprise entre en bourse. Mais après ça, tes actionnaires, ils servent plus à rien. Ben si, ils participent aux prises de décision via le conseil d'administration, participent aux augmentations de capital aussi. Il faut savoir qu'une entreprise peut toujours, même si elle est déjà cotée en bourse, émettre de nouvelles actions. À ce moment-là, les actionnaires qui décideront d'acheter ces actions financeront de nouveau l'entreprise directement. Et puis les actionnaires, en achetant des actions, même s'ils ne financent pas toujours l'entreprise, prennent quand même un risque, puisqu'ils ne savent pas comment la valeur de l'entreprise évoluera. Mais les salariés aussi prennent un risque, parce que si la boîte fait faillite ou qu'ils se font virer, ils ne seront plus payés. Oui, et ils sont rémunérés pour ça. En plus du salaire, ils peuvent aussi toucher une indemnité en cas de licenciement. Pour les actionnaires, c'est un peu le même principe, sauf que tout passe par les dividendes et l'appréciation de la valeur de l'entreprise. Bon, ok, on tourne en rond. J'ai comme l'impression qu'il y a comme un tout petit stéréotype dans ta tête. À ton avis, qui sont les actionnaires? Comment est-ce que tu te représentes l'actionnaire typique d'une entreprise française? Ben, un mec riche, un peu gros, qui fume des cigares et qui ne travaille pas. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Voilà un schéma qui te montre qui sont les actionnaires des 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse, ce qu'on appelle aussi le CAC 40. On reparlera de ça. Ces chiffres datent de 2013, mais ça permet quand même de bien se représenter les choses. On peut estimer qu'environ 42% des actionnaires du CAC sont en fait des épargnants. Autrement dit, des gens qui vont bosser, gagnent des sous et décident d'en placer une partie. Si ces épargnants ne sont pas nécessairement français, ils sont majoritairement européens, mais ils peuvent aussi être américains, canadiens, japonais, etc. Tu te fous de moi? Il y aurait des Japonais qui investissent en France? Bien sûr, via le jeu des intermédiaires financiers et notamment des fonds de pension. Et ça fonctionne pareil pour nous, tu pourrais très bien acheter une assurance vie et voir ton argent en partie investi sur des actions japonaises, ce qui ferait de toi un actionnaire au Japon. Tu peux voir que les grandes familles du type Bettencourt, Pinault, Bouygues, Arnault, etc. ne détiennent que 3,7% du CAC 40. Tu peux aussi voir que l'État français est un actionnaire non négligeable et que les entreprises sont également actionnaires les unes des autres, via le jeu des participations. Ce qui veut dire que si une entreprise A verse des dividendes qui en partie tombent dans la poche d'une entreprise B, l'entreprise B pourrait très bien utiliser cet argent pour investir dans un projet de développement, ce qui pourrait financer la création de nouveaux emplois. En bref, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'il ne faut pas se représenter les dividendes versés aux actionnaires comme ça. La réalité est beaucoup plus complexe. Et je me sens un petit peu con là du coup. Mais sinon, sur ton graphe, pourquoi il y a une partie qui est inconnue là? Alors ça, c'est parce que les actions des grandes entreprises françaises changent de main tous les jours en bourse. Ces 37% représentent une espèce de masse d'actions qui n'arrête pas de se balader d'un actionnaire à l'autre, donc on n'arrive pas bien à savoir qui détient exactement quoi.
Dernière petite précision, à la place des dividendes, tu peux aussi entendre parler de rachat d'actions. En fait, les deux sont un petit peu synonymes. Au lieu de payer une certaine somme aux actionnaires en utilisant les profits, l'entreprise rachète aux actionnaires une partie de leurs actions, toujours en utilisant les profits. Donc voilà, dans les deux cas, ça permet de redistribuer les profits aux actionnaires. On récapitule tout rapidement. Une action, c'est un titre de propriété associé à une entreprise. Si on regroupe toutes les actions d'une entreprise, on obtient le titre de propriété originel. Donc les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise et donc la somme de toutes les actions en détermine la valeur. Les actions sont utiles car elles permettent de vendre des morceaux de la société, ce qui lui permet de récupérer l'argent dont elle a besoin pour développer son activité. Une entreprise n'a pas nécessairement besoin d'être cotée en bourse pour que ses actions puissent s'échanger. Certains investisseurs, notamment les VCs, sont spécialisés dans l'acquisition d'actions de boîtes qui commencent tout juste à se développer et l'introduction en bourse correspond à une période particulière dans la vie d'une entreprise, période qui marque un besoin de financement tellement important que la bourse devient l'unique solution. Les actionnaires sont rémunérés via l'augmentation de la valeur de l'entreprise, donc de ses actions, ou par la redistribution des profits via des dividendes ou des rachats d'actions. Enfin, la grande majorité des actionnaires est en réalité des monsieur et madame tout le monde qui gagnent suffisamment de sous pour pouvoir les placer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu. Au final, c'était carrément plus long que ce que j'avais en tête au début, mais bon, au moins vous êtes briefé sur le sujet. Je pensais faire le même genre de vidéo en parlant cette fois de l'autre grand produit financier par excellence, à savoir les obligations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme d'hab, je vous invite à partager la vidéo pour aider à faire connaître la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup aux tipeurs qui me soutiennent et à bientôt pour un prochain épisode.